recherche au sein du centre WISE de l'OCDE. WISE étant l'acronyme pour Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity. En français, le bien-être, l'inclusion, la soutenabilité et l'égalité des chances. Cette année, nous avons organisé un séminaire de recherche sur les liens entre la Covid et les inégalités, en partenariat avec le Directoire de l'Emploi et des Affaires sociales. Je vous invite à consulter notre page Internet, dont l'URL figure dans la présentation que je vais bientôt diffuser, pour regarder certaines de nos sessions si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver certains de nos intervenants pour un panorama général sur le lien entre Covid et inégalité. La session sera ouverte par Laura Khoury, chercheuse à la Norwegian School of Economics. Laura Khoury a reçu en 2020 le prix de la meilleure thèse de l'Association française de sciences économiques pour ses travaux sur l'assurance chômage optimale. Laura Khoury montrera aujourd'hui que la Covid a créé une surmortalité importante parmi les villes les plus pauvres et elle examinera certains de ces facteurs explicatifs. Puis, Conchita D'Ambrosio nous décrira l'impact de la Covid sur les inégalités de revenus et sur le bien-être. Conchita D'Ambrosio est professeure d'économie à l'Université du Luxembourg et c'est une éminente spécialiste des questions d'inégalité de revenus et de richesse, de pauvreté, de polarisation et d'exclusion sociale. Elle montrera que l'inégalité de revenus a baissé pendant la pandémie parmi les 5 pays européens qu'elle a pu analyser. À cet égard, les politiques publiques ont joué un rôle fondamental pour soutenir les classes défavorisées et la classe moyenne. En revanche, Conchita D'Ambrosio montrera que les politiques de confinement ont eu un effet négatif sur la satisfaction envers la vie, qui est une mesure centrale du bien-être. La session se poursuivra par une présentation d'Andrew Steptoe, professeur de psychologie et d'épidémiologie à l'University College London et un spécialiste éminent des questions de santé mentale. Le professeur Steptoe montrera que la Covid a créé une augmentation immédiate des problèmes de santé mentale dans la population adulte, que ces problèmes ont affecté en premier lieu les femmes et les ménages défavorisés, et que l'infection par la Covid a eu en elle-même des effets graves sur la santé mentale. Enfin, nous parlerons avec Mathias André des outils disponibles pour lutter contre les inégalités, notamment la redistribution. Mathias André est docteur en économie de l'École polytechnique et administrateur de l'INSEE. Il est en charge de l'élaboration des comptes nationaux distribués au sein de l'INSEE et est l'auteur d'études sur la microsimulation des réformes socio-fiscales et le rôle des différents transferts dans la réduction des inégalités. Sur ce, je vais partager les slides de présentation et je vais donner la parole immédiatement à Laura Khoury. Laura, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à faire partie de cette session. Dans ma partie, je vais vous présenter les travaux que j'ai faits conjointement avec Paul Brandilly, Clément Brébion et Simon Briol sur l'impact de la Covid en termes de mortalité selon le niveau de richesse ou de pauvreté des municipalités françaises. Ça, c'est basé sur un travail de recherche, si ça vous intéresse, qui a été publié dans la European Economic Review. Pour introduire un peu le sujet, on remarque depuis déjà de nombreuses années que malgré le fait que la mortalité en elle-même a fortement décliné au niveau mondial au cours du siècle dernier, il reste encore de nombreuses inégalités en termes de mortalité. Donc très souvent, ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle un gradient, c'est-à-dire que les personnes ou bien les endroits avec des niveaux de revenus plus faibles vont avoir tendance à connaître une mortalité plus élevée. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été mesuré à de maintes reprises et qui existait déjà avant le Covid. Et donc, dans ce contexte, on peut penser que la pandémie va être un choc exogène soudain qui va soit révéler ces inégalités latentes qui existaient déjà, soit potentiellement les renforcer en se diffusant différemment selon les environnements et donc peut-être en touchant plus fortement certaines populations, soit par des facteurs individuels, soit pour des facteurs qui ont lieu à leur environnement, qui
qui sont liées à leur environnement de vie. Et donc, la question qu'on se pose dans ce travail, c'est vraiment quel est l'impact du Covid sur le gradient de mortalité préexistant et quels en sont les mécanismes. Donc, ce qu'on va faire pour répondre à cette question, c'est analyser la surmortalité toute cause dans les municipalités françaises en distinguant les municipalités pauvres et non pauvres sur l'année 2020. Donc, avant un peu de montrer ce qu'on trouve, un petit point de définition. Donc, l'objet de notre analyse, la façon dont on va mesurer la mortalité, ça va être en définissant la surmortalité toute cause. Donc ça, ce que ça signifie, c'est qu'on va s'intéresser au nombre de morts, donc quelle que soit la cause, donc pas forcément les morts attribuées au Covid, puisqu'on sait que il y a un certain nombre de biais qui tiennent à l'attribution des morts à la cause Covid. Donc on s'intéresse à la mortalité toute cause et on va mesurer en 2020 comment le taux de mortalité a dévié par rapport à la moyenne 2018-2019. Donc simplement, c'est vraiment mesurer l'écart par rapport à... alors, si on peut revenir sur la slide précédente, je n'ai pas encore parlé de la slide précédente. Donc voilà, c'est simplement, l'idée, c'est de mesurer la déviation par rapport à une période normale du taux de mortalité. Et on définit les municipalités pauvres, donc il y a plusieurs définitions possibles, mais la définition qu'on utilise, c'est, voilà, merci, ça va être les municipalités qui abritent les 25% des Français les plus pauvres. Voilà. Donc, un premier graphique ici pour vous montrer de façon très descriptive ce qu'on remarque quand on mesure simplement le nombre de morts en excès par mois au niveau de la France. Donc, ce qu'on regarde, si on regarde la courbe noire, qui compte du coup ce nombre de morts en excès au niveau de la France entière, donc des aires urbaines françaises, on remarque qu'il y a beaucoup de variations à la fois temporelles et spatiales. Donc temporelle, puisqu'on remarque bien qu'il y a eu 2 vagues, comme dans beaucoup de pays. Donc la première vague qui a eu son pic en avril, la deuxième qui a eu son pic en novembre. Et on remarque qu'il y a aussi de la variation spatiale sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, mais on peut déjà distinguer des zones qu'on va appeler les zones rouges et des zones qu'on va appeler les zones vertes. Les zones rouges étant les zones où il y a où la première vague a frappé le plus fort en avril. Donc voilà, on observe déjà beaucoup d'hétérogénéité et si on fait un peu le compte total au niveau de la France sur l'année 2020, il y a eu environ 50 000 morts en excès par rapport à une année qui serait une année normale. On peut aller sur la slide suivante, s'il vous plaît. Parfait, ouais, merci beaucoup. Donc là, sur ce graphique, on observe une autre dimension d'hétérogénéité. Donc là, on va regarder c'est un peu le même concept dont je parlais au début, donc le taux de surmortalité pour 10 000 habitants cumulé, donc c'est-à-dire qu'on va le mesurer depuis janvier 2020, on va compter le nombre de morts en excès cumulés depuis janvier 2020, et on va distinguer donc les municipalités pauvres qui appartiennent donc à ces 25% des plus pauvres et les municipalités non pauvres, donc le reste des municipalités. Et ce qu'on remarque, c'est que dès avril, il y a bien une divergence entre ces 2 groupes de municipalités qui va se maintenir dans le temps, même entre les 2 vagues, qui va rester assez stable et qui va encore diverger encore plus au moment de la seconde vague, donc à partir d'octobre, novembre. Donc ici, c'est très descriptif, on a vraiment juste montré les données brutes, mais on voit déjà qu'il y a une forte hétérogénéité. Donc ce qu'on fait à partir de ces premiers graphiques, c'est qu'on va essayer d'analyser ça avec des méthodes statistiques un peu plus élaborées, mais l'intuition est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps essayer donc de mesurer l'effet propre du Covid sur les inégalités de mortalité en comparant donc le surplus de mortalité en 2020, donc ce que je disais tout à l'heure, la surmortalité. Alors, je veux bien qu'on revienne à la slide précédente. Donc, on va comparer ce surplus de mortalité entre les municipalités pauvres et non pauvres au sein d'une aire urbaine. Donc, au sein d'une aire urbaine, c'est important puisqu'en fait, on va vraiment regarder des municipalités qui sont proches géographiquement et donc qui ont en commun, qui sont dans la même aire urbaine, donc qui ont un certain nombre de facteurs en commun et vraiment comparer au sein de ces aires urbaines les pauvres et les non pauvres. On va aussi prendre en compte le nombre d'habitants dans la population et la structure d'âge. Donc, les effets qu'on mesure ne sont pas
ne sont pas attirés par un effet de population ou d'âge. Donc ça, c'est un des premiers résultats qu'on va montrer. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de distinguer l'effet du confinement de l'effet de l'épidémie. Donc là, c'est un petit peu plus, voilà, une analyse un peu plus suggestive, mais on va essayer de montrer, d'essayer de mesurer si le confinement en lui-même a participé à ces inégalités de mortalité ou si c'est l'effet pur du Covid. Et ici, l'intuition, encore une fois, est assez simple, c'est qu'on va utiliser donc, ces départements rouges et verts que je mentionnais au début. Les départements rouges ayant été beaucoup plus affectés par le Covid au début du premier confinement, ils avaient déjà un niveau de circulation de l'épidémie beaucoup plus fort et les verts ont été peu affectés. Et donc, simplement, l'intuition, c'est de dire que dans les départements rouges, pendant la première vague, ce qui s'est joué, c'est vraiment l'effet du Covid et du confinement, pendant le premier confinement, alors que dans les départements verts, ce qui s'est joué, c'est l'effet seul du confinement, puisque le virus ne circulait presque pas avant le premier confinement, et le premier confinement a vraiment, en quelque sorte, gelé le niveau de l'épidémie. Voilà, donc ça va être ça l'idée, et donc en comparant ce qu'on mesure pendant la première vague dans ces deux groupes de départements, on va pouvoir voir quel est l'effet propre de l'épidémie et quel est l'effet propre du confinement. Donc ça, sur ce graphique, vous voyez les résultats de la première analyse où vraiment on va essayer de regarder la contribution propre du Covid à ces inégalités de mortalité. Et donc on va reporter le coefficient qui va montrer si oui ou non il y a eu une surmortalité encore plus forte dans les municipalités les plus pauvres. Donc là, en fait, ce que ça signifie, c'est que dès que le point donc qui représente chaque coefficient pour chaque mois, dès que ce point-là est positif, ça veut dire qu'il y a eu une surmortalité encore plus élevée dans les municipalités les plus pauvres. Et c'est bien ce qu'on remarque ici pendant les deux vagues. Donc on voit que ce graphique en fait suit vraiment la même forme que l'évolution de l'épidémie. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu une vague, les municipalités les plus pauvres ont davantage souffert en termes de surmortalité. Donc en termes, pour donner une idée, un ordre de grandeur de ce que ça signifie, donc au cours de l'année 2020, la surmortalité a été 30% plus élevée dans les municipalités les plus pauvres par rapport aux municipalités non pauvres. Donc c'est quand même une différence assez importante. Donc si on va sur la slide suivante, merci. Donc ça, c'est le résultat donc, de l'analyse où on essaie de distinguer l'effet du confinement de l'effet de l'épidémie elle-même. Et donc, on reproduit la même analyse dans ces zones vertes et ces zones rouges séparément. Et là, il faut se concentrer sur la première vague, puisque c'est pendant cette première vague que l'effet a été différencié entre ces zones. Et donc, ce qu'on observe, c'est que pendant la première vague, donc autour du mois d'avril, dans les zones vertes, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que on ne remarque pas une surmortalité plus importante dans les municipalités les plus pauvres. Cela suggère que le confinement en lui-même, de façon indépendante, n'aurait pas eu un effet plus important en termes de mortalité dans les municipalités les plus pauvres. Donc, évidemment, ça va être mentionné dans les interventions suivantes. On sait que le confinement a eu un effet sur la santé mentale notamment, et potentiellement a eu un effet différent chez les pauvres et les riches. Mais ce qu'on remarque ici, c'est qu'en tout cas, en termes de mortalité, il n'y a pas eu une surmortalité excessive pendant cette première vague due au confinement. Alors que si on regarde ce qui se passe dans les zones rouges, on voit que là, il y a bien une surmortalité beaucoup plus importante dans les municipalités les plus pauvres, et donc ce qui montre que l'effet l'effet du Covid sur le gradient de mortalité est bien tiré par l'effet de l'épidémie en elle-même et de ce qui découle directement de l'épidémie, c'est-à-dire potentiellement la saturation des hôpitaux, etc. Donc, une fois qu'on a montré ce premier résultat, qui est déjà assez alarmant, la question, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi et ce qui explique cet effet différencié, puisque évidemment, si on veut essayer de limiter cet impact de la Covid sur les inégalités de mortalité, il faut essayer de comprendre ce qui tire cet effet pour mettre en place des politiques publiques pour y répondre. Donc, ce sera donc ma slide suivante. Donc, dans une dernière partie, on essaye de comprendre quels sont les mécanismes qui sont derrière tout ça. Et alors, évidemment, c'est important de préciser que on ne peut pas examiner tous les mécanismes potentiels puisqu'il y en a énormément. Donc, on ne peut pas puisqu'il y en a déjà trop et parce qu'on n'a pas de données qui nous permettent de bien mesurer chacun de ces mécanismes.
et notamment un mécanisme qu'on ne peut pas regarder, ce sont les inégalités de santé, donc c'est-à-dire tout ce qui a trait aux comorbidités, voilà, aux différences de statut de santé préexistantes. Mais on va plutôt s'intéresser à des dimensions qui vont affecter pas forcément la probabilité de mourir du Covid une fois qu'on l'a attrapé, mais plutôt la probabilité d'attraper le Covid et de le transmettre. Donc, ce qui va plutôt avoir trait aux environnements de vie et donc ce qui va se jouer à un niveau local plus qu'individuel. Et donc, ce à quoi on va s'intéresser, c'est l'exposition par le marché du travail et par les conditions de logement. Donc, on a deux mesures qui vont essayer de capturer ça au niveau du marché du travail. On a une mesure qui donne, donc basée sur une enquête qui a été faite avant le Covid, la fréquence de contact avec le public pour chaque occupation. Et on va mesurer au niveau de la municipalité la part de personnes qui, par leur travail, sont très souvent en contact avec le public. On a une deuxième mesure qui est simplement la part des travailleurs essentiels au niveau de la municipalité, des travailleurs clés, voilà. Et la dernière mesure, donc, qui mesure les conditions de logement, est simplement une mesure de la part des logements suroccupés dans la municipalité. Et ce qu'on va faire, en fait, séparément pour chaque vague, donc vague 1, vague 2, c'est qu'on va donc d'abord reproduire en quelque sorte notre première analyse en montrant en quoi il y a une surmortalité plus élevée dans les municipalités pauvres. Et ensuite, on va ajouter chacun des mécanismes dans notre analyse pour voir en fait comment ces mécanismes vont peu à peu capter l'effet pauvreté. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, si quand on ajoute tous les mécanismes, la variable de pauvreté n'explique plus rien des différences, c'est que nos mécanismes ont capté une bonne partie de l'explication, si vous voulez. Et donc, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce que je reproduis graphiquement. Donc, ce qu'on voit, par exemple, la première ligne nous indique le coefficient de la pauvreté. Et on voit qu'en fait, ce coefficient est tombé à 0 ou très proche de 0, une fois qu'on a inclus toutes les variables de mécanismes. Ça, ce que ça indique, c'est que nos mécanismes expliquent donc une bonne partie des inégalités de mortalité dues à la Covid. Et on voit qu'en vague 1, donc on peut regarder quels sont les mécanismes les plus importants, et on voit que ça va être donc la part des travailleurs essentiels, ainsi que la part des logements suroccupés. Et on voit que pendant la première vague, la part des logements suroccupés est vraiment le facteur qui va être le plus déterminant, ce qui se comprend assez bien, étant donné que le premier confinement était très strict, et donc que les individus voilà, ne pouvaient vraiment pas trop sortir de leur logement. Et donc, évidemment, si on a un logement avec suroccupé, les risques de transmission vont être d'autant plus élevés. Pendant la deuxième vague, on voit que le résultat est un peu différent. Donc, une nouvelle fois, le coefficient de pauvreté est très proche de 0, ce qui signifie qu'encore une fois, les mécanismes ont un rôle assez fort pour expliquer ces inégalités de mortalité. Mais on voit qu'ici, c'est surtout la part des travailleurs essentiels qui va être le plus grand facteur explicatif, alors que les conditions de logement n'ont plus l'air de jouer un rôle si important. Et ça peut s'expliquer par le fait que pendant la deuxième vague, le deuxième confinement était quand même un peu moins strict, et donc les personnes pouvaient circuler un peu plus, peut-être avaient aussi adapté leur mode de vie et avaient pu trouver d'autres solutions de logement, etc. Alors qu'il y avait quand même encore beaucoup de personnes qui étaient en télétravail, et du coup, le fait d'être travailleur essentiel avait changé vraiment le risque d'exposition encore pendant la seconde vague. Voilà, donc pour conclure, dans cette étude, on s'est intéressé vraiment à l'impact propre de la Covid sur les inégalités de mortalité préexistantes pour essayer de mesurer si le Covid est simplement un reflet des inégalités préexistantes ou si elle les a amplifiées. Et ce qu'on mesure, c'est que le Covid a bien contribué à amplifier ces inégalités. Et donc, on mesure que sur l'année 2020, en moyenne, il y a eu 30% de surmortalité en plus dans les communes les plus pauvres. Ce qui est aussi assez intéressant, mais bon, assez inquiétant évidemment, c'est que ce gradient qu'on mesure, en fait, on voit qu'il revient avec régularité à chaque vague du Covid. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que pendant la première vague, il y a eu cette divergence entre communes pauvres et communes riches, mais que c'était peut-être un effet d'anticipation et que les personnes fragiles dans les communes pauvres allaient peut-être mourir, entre guillemets, quelques mois avant
ce qui se serait passé en l'absence du Covid, et donc que peut-être sur le plus moyen terme, long terme, il y aurait eu une sorte de convergence. Mais c'est pas ce qu'on remarque en tout cas sur l'année 2020. Donc c'est vraiment un gradient qui revient à chaque nouvelle vague. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas dans ce contexte, de contribution indépendante du confinement et des politiques publiques prises en réponse au Covid en termes de surmortalité chez les plus pauvres. Et voilà. Et si on veut donc essayer de comprendre ce qu'on peut faire pour essayer de limiter cet impact de la Covid sur les inégalités, il faut bien comprendre qu'il y a eu un rôle clé des conditions de logement et des conditions de travail, et avec voilà, des rôles de ces deux mécanismes qui vont évoluer au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie et de l'évolution aussi des politiques publiques qu'on prend en réponse, notamment le confinement. Voilà, je vais m'arrêter là du coup. Merci beaucoup. Merci infiniment, Laura, pour cette présentation. Mes excuses pour le défilement des slides. J'ai utilisé la fonction défilement et ça a créé des petites interférences. Je m'en excuse. Je donne tout de suite la parole à Conchita D'Ambrosio pour la suite de la présentation. I was excusing myself that I'm going to present in English. Je disais juste désolé parce que je vais parler en anglais aujourd'hui, c'est plus facile pour moi. Donc, on s'intéresse beaucoup à l'impact que la pandémie a eu en ce moment et aura à l'avenir au niveau international et international. Les experts disent que l'inégalité augmente au niveau international et international. Mais il faut regarder la différence entre pays riches et pays pauvres. Selon Deaton et Milanovic, on s'attend à moins d'impact dans les pays riches grâce aux politiques publiques. Mais que disent les données? Que les inégalités au niveau international ont soit augmenté, soit diminué. Et on l'a montré dans son séminaire WISE. Quand on regarde la dispersion du PIB par tête, on voit que ça continue de suivre sa tendance. Mais quand on regarde les inégalités globales pondérées, ce n'est pas la même chose. On voit que les inégalités internationales de revenus ont augmenté à cause de la différence de performance économique entre l'Inde et la Chine. La Chine n'est plus un pays pauvre, donc le fait que la Chine ait eu une bonne performance a eu un impact sur ces chiffres. Donc, au niveau international, quelle est la situation? Quand nous regardons la distribution des revenus des ménages dans les pays riches, c'est le sujet de mon travail. Il y a beaucoup d'études de microsimulation qui utilisent des données pour simuler l'effet de la COVID-19. Et toutes ces études sur les pays riches disent la même chose, que la COVID-19 a eu un impact à augmenter les inégalités de revenus. Mais quand on regarde l'effet des politiques publiques, ça a eu un effet de réduire ces inégalités. Et nous avons également quelques chiffres, quelques résultats grâce à des études empiriques, mais il n'y a pas autant de résultats qu'on voudrait parce que nous manquons de données pour ce type de recherche. Ça prend un peu de temps, mais il y a une nouvelle étude avec M. Grabka en Allemagne qui utilise un panel socio-économique allemand. Et quand on regarde ces chiffres entre 2010 et 2021, nous voyons que ces chiffres ont baissé ces 2 dernières années. On s'attend à que ces 2 chiffres baissent. Et ils disent que cela s'explique par le fait que ce soit plutôt des travailleurs indépendants qui gagnaient plus d'argent que la moyenne ont perdu du revenu pendant la pandémie, tandis que les revenus des gens qui étaient plutôt dans la moyenne basse ont resté stables.
Donc, plutôt le haut de la distribution a eu une réduction et s'est déplacé plus vers le centre. Et le bas a également augmenté, donc ça a baissé les chiffres d'inégalité. Il y a également des études sur les États-Unis, grâce à M. Mason, qui a comparé la pandémie en bleu et la crise financière de 2008. Donc, vous avez la ligne bleue pour 2019 à 2021 et la ligne rouge pour la grande récession de septembre 2017 à septembre 2019. Nous voyons qu'il y a eu un peu d'augmentation sur la partie basse. Donc, il a conclu que c'est la première récession jamais vue, récession récente, où c'est plutôt les riches qui ont perdu de l'argent, pas les pauvres. Donc, nous voyons ces baisses d'inégalité intranationales. Entre janvier et mai, les chiffres ont plutôt baissé, sauf en Allemagne, parce que ça prenait un peu de temps pour mettre en place les politiques publiques dans ces trois pays, tandis qu'en Allemagne, ils étaient plus efficaces, ils ont mis en place leurs mesures plus tôt. Mais est-ce un phénomène de court terme quand nous regardons maintenant ce qui s'est passé en 2021, nous voyons que dans certains pays, ces chiffres remontent et les inégalités commencent à remonter. Je peux vous parler un peu plus de mes résultats, un peu plus en détail. Nous publions dans le journal of Economic Inequality. Et ce que je vais dire vers la fin sur la satisfaction dans la vie vient de nos données que nous avons trouvées ensemble avec Andrew Clark et Anthony Lepinter et qui sont à apparaître dans la Review of Income of Wealth. Mais nos données s'appellent Come Here. Et cette enquête a été menée à l'Université de Luxembourg grâce à notre équipe et avec l'aide de l'équipe de Qualtrics. Nous utilisons un panel et nous avons à ce jour 7 vagues en ligne. La 7e vague est actuellement en cours. Nous suivons les mêmes individus pendant ces différentes vagues. Nous avons environ 1000 individus par pays. Et nous utilisons toujours le médian de chaque catégorie. Et nous avons utilisé plus de 12 500 € parce que c'est plus comparable avec l'indice de Gini. Ça marchait mieux pour l'indice de Gini. Et pour la satisfaction dans la vie, nous avons demandé dans l'ensemble au cours de la dernière semaine dans quelle mesure avez-vous été satisfait de votre vie entre une échelle de 0 et 10, pas du tout satisfait, 0 à 10 complètement satisfait. Et les chiffres de revenus mensuels, ce sont des chiffres actuels. Nous utilisons des chiffres de PPA pour s'assurer que ce sont des chiffres actuels. Nous utilisons les courbes de Laurence. Nous n'aurions pas vu de changement d'inégalité relative si tout le monde perdait le même revenu, mais nous regardons également des mesures d'inégalité absolue, mais nous regardons des distances absolues et pas des distances relatives. Donc, nous dirions que les inégalités absolues ne changent pas si tous les individus perdent le même montant de revenus, disons 1 000 €. Nous pouvons regarder
regardez maintenant ces histogrammes. Nous avons la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Nous avons Hongrie, janvier 2020, et la ligne en gras, c'est janvier 2021. Nous voyons un déplacement vers la droite. Déplacement sur la droite, à part en Italie, entre janvier et mai, il y avait beaucoup d'augmentation entre janvier et mai, et après ça a rebaissé. Mais c'est un peu similaire dans tous les pays. Nous voyons un mouvement du bas vers le centre et pas beaucoup de mouvement dans le haut. Donc, nous voyons un déplacement vers la ligne d'égalité parfaite pour les courbes de Lorentz. Et en termes d'inégalité relative, nous voyons des inégalités relatives plus basses partout, peu importe l'indice utilisé. Donc, c'est pareil pour l'indice Gini et les trois autres. C'est toujours la même histoire que l'inégalité entre janvier 2020 et janvier 2021 a baissé, mais quand nous regardons des inégalités absolues, ça a baissé un peu entre janvier et janvier, mais la tendance est un peu différente ici. Bon, pourquoi l'inégalité a baissé? C'est un peu à cause de ce que Grabka et Mason ont dit dans tous les pays. Nous avons ici les résultats pour la France. C'est le revenu moyen par statut d'activité entre janvier, mai, septembre et après janvier 2021 pour les employés, des travailleurs indépendants, les sans-emploi et les gens qui sont à la retraite. Nous voyons qu'il y a peu de changements pour les employés, pour les gens qui sont à la retraite, mais les travailleurs indépendants qui avaient des niveaux plus élevés avant ont perdu un peu d'argent, et ceux qui ne sont pas dans le marché du travail ont eu un léger baisse de revenus, mais pas autant que prévu à cause des politiques publiques qui ont empêché la chute du plus bas des revenus. Et que dire de la satisfaction dans la vie? La satisfaction dans la vie a augmenté. Ce sont les chiffres de la satisfaction dans la vie. On voit un déplacement vers la droite entre avril et mars. Donc, les gens étaient plus satisfaits en mars 2021 que pendant le premier confinement. Mais quand nous regardons pour essayer de comprendre l'effet des politiques publiques sur la satisfaction dans la vie, nous voyons que la satisfaction dans la vie a été réduite à cause de l'indice de rigueur, donc avec la fermeture d'activités économiques, des écoles, etc. Ça a un impact sur la satisfaction dans la vie. Mais nous ne voyons pas d'impact avec l'indice de soutien économique. C'est à cause du fait qu'il y avait du soutien économique où c'était nécessaire. Donc, les gens ont perdu du revenu et ces politiques ont juste remplacé le revenu perdu. Donc, ça n'a pas eu un impact sur la satisfaction. Donc, c'est tout pour moi. Nous avons vu des inégalités qui ont diminué dans 4 pays riches. Le confinement, ces politiques de rigueur ont eu un impact négatif sur la satisfaction et l'indice de soutien économique n'a pas vraiment changé des choses parce que le soutien était donné à ceux qui en avaient besoin. C'est tout pour moi. Merci. Merci infiniment, Conchita. Je n'ai pas pu identifier de questions de la part de l'audience, alors je vais me permettre d'en poser une. Est-ce que vous avez eu le temps d'exploiter les dernières vagues de l'enquête, celles d'octobre et de juin? No, October it's not available because it's on the field now and we didn't have the time to. Non, octobre, les chiffres ne sont pas encore disponibles parce qu'elle est toujours dans le terrain, sur le terrain. Mais
nous nous concentrons sur ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, nous passons beaucoup de temps à essayer de comprendre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, si vous voulez savoir qui sont les non-vax en France, nous allons bientôt avoir les résultats sur notre site. Interesting. Thank you. I suggest we move to the third presentation. Je suggère donc que nous passons à la troisième présentation, la présentation d'Andrew, et je vais partager ces slides. Oui, merci Fabrice. And thank you for the invitation to make a presentation in this interesting symposium. Merci pour l'invitation à venir vous parler aujourd'hui lors de cet atelier. Moi, je vais me concentrer plutôt sur la partie santé mentale. Si nous pouvons passer le slide, merci. Quand nous pensons aux défis auxquels nous avons dû faire face pendant cette pandémie, il y a deux types de défis, deux types de problèmes. Sur la partie gauche, vous voyez des défis liés au risque d'infection, des inquiétudes pour soi-même, pour sa famille, l'incertitude. Et plus récemment, nous avons également vu l'impact de la COVID longue. Nous avons pu comprendre un peu plus les conséquences de la COVID longue, mais également, en même temps, nous avons des impacts plutôt liés aux conditions de restriction, aux mesures prises dans différents pays, surtout avec le confinement, avec la distanciation sociale, au fait d'être obligé d'être en télétravail, la fermeture des écoles, etc. Donc, ces mesures ont eu un impact sur toute la population et pas seulement sur les personnes qui ont eu le COVID. Si nous pouvons passer la slide, merci. Nous avons analysé ces tendances lors de l'étude sociale de la COVID-19. C'est une étude que nous avons commencée en mars 2020, quand la pandémie a commencé au Royaume-Uni. Nous avons fait nous avons regardé les choses au niveau mensuel. Il y a eu des chiffres sur la confiance dans le gouvernement, le respect des régulations, et nous avons eu plus de 70 000 participations. La prochaine slide montre les sources de stress pendant la pandémie. En bas, vous avez le temps entre le 23 mars et le 6 septembre. Et sur la gauche, sur l'axe vertical, vous avez le pourcentage de stress. Donc, vous voyez l'impact du premier confinement à partir du 23 mars. Il y avait un troisième confinement en novembre, décembre et après en janvier. Et depuis, nous n'avons pas eu beaucoup de mesures de restriction dans notre pays. Vous voyez que la ligne orange, c'est la proportion de personnes qui étaient inquiètes à cause du virus lui-même. Et vous voyez que ça baisse plus tard. Donc, c'était plus haut pendant le printemps et l'automne, et ça a baissé pendant les mois d'hiver et pendant le printemps de 2021. Les inquiétudes liées à la finance ont resté plutôt stables. Le chômage, pareil, vers le 15%, et l'impact de la disponibilité de la nourriture était plus haut au début du premier confinement. Si nous pouvons passer les slides, s'il vous plaît. Ici, nous voyons les aspects d'un facteur de stress en particulier, et ça, c'est les finances. Comme vous voyez, le stress était beaucoup plus élevé dans les ménages plus modestes, entre les personnes qui gagnent
moins de 30 000 sterling ou livres par an. Et parmi les ménages plus modestes, a eu plus de stress de cette source de stress. Après, nous voyons les tendances de dépression. Nous voyons des différents symptômes, ce qu'on appelle le PH-min, où on voit plus de dépression. Je vous montre aussi la dépression encore une fois, par le revenu des ménages. Donc, le niveau de dépression était plus élevé au début de la pandémie et sont tombés lors de l'été. Et maintenant, ils sont remontés et ils n'ont jamais été aussi élevés. Deuxièmement, il y a une différence entre les différents groupes, entre les différents ménages de revenus élevés ou plus faibles. Nous voyons aussi une part de personnes qui souffrent de dépression dans les ménages plus modestes. Ensuite, nous voyons un autre aspect très important de la santé mentale et de l'expérience mentale qui est lié à l'abus, les pensées, les idées de suicide, l'automutilation et de mauvais traitements. Je vous montre 4 facteurs. Donc, c'est l'abus psychologique. Et je vous montre les données du début de la pandémie. Après, nous avons de l'abus physique, les pensées d'automutilation et dernière, des comportements d'automutilation. Ces pourcentages ne sont pas si élevés que ça. Ceci dit, ces chiffres touchent une partie très importante de la population, entre 5 et 10% des personnes qui vivent ces expériences. Je n'ai pas de diapositive qui montre cela, mais je peux vous dire que cette tendance a persisté au cours de la dernière année et au même niveau, la même tendance en ce qui concerne les idées de suicide, d'automutilation, etc. Et encore une fois, nous constatons cela plutôt dans les ménages plus modestes. Les nouvelles études sont plutôt fréquentes sur cette information, mais nous n'avons pas d'études sur les niveaux pré-pandémie. Donc, nous ne savons pas si ce sont des véritables augmentations ou si il s'agit d'une tendance qui préexistait la pandémie et que la dépression va être plus prévalente de toute façon dans les ménages plus modestes. Donc, nous comparons les niveaux de dépression avant et après la pandémie. Ici, nous voyons l'analyse qui a été récemment publiée, qui vient du groupe Global Burden of Disease, qui a été publiée dans la revue de Lancet. C'est une synthèse de une quarantaine d'études à travers le monde qui regardent l'augmentation des dépressions lors de la pandémie. Nous voyons les différentes couleurs. Plus la couleur est foncée, plus le niveau est élevé. Nous voyons ici, et ce qui essaie de montrer, c'est de représenter le changement du niveau de dépression. C'est un peu problématique et sans aller dans le détail, mais pour ceux qui s'intéressent à aller plus loin, je vous invite à consulter la documentation. L'un des problèmes avec cette charte, c'est que les données ne sont pas très fiables. Forcément, ils sont plus fiables aux États-Unis, dans l'Union européenne, etc. Un autre problème, c'est que ils ne regardent que le niveau de santé mentale dans l'année avant la pandémie, et peut-être il y a des tendances mondiales qu'on voyait même bien avant. Ici, nous voyons les tendances beaucoup plus long terme, et ça c'est dans une autre étude que nous faisons, qui s'appelle ELSA, étude longitudinale anglaise sur la vieillesse, entre les personnes âgées de 50 ans et plus âgées qui sont en Angleterre, et c'est la part des personnes déprimées depuis 2018 et 2009.
cela montre en fait, c'est qu'il existe une véritable augmentation entre les premiers mois de la pandémie, donc 2021 et 2020B, où les niveaux de la dépression sont plus élevés. Donc nous voyons vraiment une différence de la tendance, un vrai départ de la tendance. Passons au slide suivant. Ici, nous voyons l'évolution dans plus de détails. Nous avons deux variables à gauche, nous avons la dépression à droite, nous avons une mauvaise qualité de vie, une pauvre qualité de vie. Nous avons des niveaux pré-Covid qui ont été mesurés en 2018-2019. Et puis, au début de la pandémie et à la fin, ou plus loin de la pandémie. Donc, nous voyons vraiment des différences frappantes dans la population des personnes avec des symptômes sévères. Dans les symptômes, autant les niveaux ont augmenté jusqu'à 30% et qui ont augmenté encore plus avec l'évolution de la pandémie. Donc, c'est pas uniquement juste une réponse initiale. Il paraît que cette tendance persiste. À droite, sur la mauvaise qualité de vie, nous voyons la même évolution, nous voyons une augmentation croissante. Alors, quel est le lien avec les inégalités sociales? Ici, nous voyons les données de dépression qui sont reparties par les différentes tertielles de richesse. Nous avons donc fait une computation très soigneuse de la patrimoine ou la richesse de différents ménages et en divisant les résultats en différents tertiels. Le premier étant les plus pauvres et le troisième étant les plus riches. Tout d'abord, tous les groupes montrent une augmentation dans l'existence de dépression avant et après Covid. Donc, personne n'est à l'abri de ces tendances. Deuxièmement, le tertiel le plus modeste a des niveaux les plus élevés de dépression absolue et il y a un gradient clair entre les deux groupes. Le troisième point, c'est que les lignes sont plus ou moins parallèles, donc c'est pas comme s'il y a un groupe qui souffre de façon disproportionnellement comparé aux autres. Ensuite, nous voyons deux autres mesures où nous avons vu des différences entre les différents groupes de richesse, niveau de richesse. À gauche, nous avons la mauvaise qualité de vie qui détériore à mesure que la pandémie avance, et à droite, une mesure classique de la solitude. Ici, les personnes les plus pauvres ont des niveaux plus élevés de mauvaise qualité de vie et de solitude. Il y a aussi une augmentation dans ces deux facteurs pour cette population. Nous voyons aussi une interaction, et très intéressant à noter, c'est que les groupes les plus riches montrent une détérioration la plus marquée. Et donc, c'est le groupe le plus riche qui, dont la solitude est montée. Même si, en termes relatifs, ces deux facteurs ne sont pas aussi graves que dans des populations plus modestes. Nous avons déjà abordé ce sujet dans d'autres interventions pour voir que, effectivement, dans les populations plus modestes, il y a un plus grand impact du confinement et ces personnes-là qui ont plus tendance à s'exposer. Ensuite, nous avons une synthèse des différents groupes qui sont les plus à risque au risque de la santé mentale. Cette synthèse vient des différentes études à travers le monde. Ce sont les femmes qui sont les plus impactées, les personnes qui sont relativement pauvres, ainsi que les personnes avec des différents handicaps physiques ou de santé. Ils sont peut-être de mobilité réduite,
des personnes qui, avant la pandémie, ont eu des problèmes de santé mentale, ainsi que des comorbidités. Ce sont des personnes qui sont plus impactées par des problèmes de santé mentale en raison de la pandémie. Ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il existe des augmentations immédiates dans la qualité de santé mentale dans la population générale, et pas seulement, mais dans la population en général. Et ce sont des constats persistants, surtout dans les différentes populations, de la population plus âgée, et peut-être que les populations plus jeunes seraient impactées de façon latente. Il y a des inégalités marquées dans la solitude, la qualité de vie et d'autres facteurs de santé mentale. Ce sont des grosses préoccupations d'un point de vue de politique de santé. Dernièrement, l'infection de Covid peut avoir aussi un impact sur la santé mentale. Nous avons déjà des résultats, des études qui regardent des dossiers médicaux qui montrent que les nouvelles infections augmentent la détérioration de santé mentale des personnes qui ont souffert de la pandémie. À part ces constats qui concernent la population générale, il est malheureusement des populations qui sont plus à risque. Dernière slide, je tiens à remercier les différentes collègues et collaborateurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Andrew, pour cette présentation fascinante, même si les résultats sont évidemment très, très inquiétants. Quels sont, à votre avis, les effets de long terme de cette épidémie sur la santé mentale? Est-ce que la grave augmentation des problèmes de santé mentale va perdurer dans le temps? Et quelles sont les mesures de santé publique que vous pourriez recommander? I'm afraid you're going to have to translate that because I don't have access to the interpretation. Malheureusement, je n'ai pas accès à l'interprétation. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, ma question concerne les impacts à long terme de la pandémie, mais aussi sur les mesures de santé publique que vous considérez aux différents décideurs. Eh bien, je pense que ça va dépendre entre des différents pays en fonction de comment ils s'organisent en termes de services de santé publique. Une implication très importante, c'est de reconnaître l'impact du Covid sur la santé physique et mentale. Au Royaume-Uni, il y a on se concentre plus sur l'impact physique. Il est important de reconnaître que dans toute la population, il y a des personnes et des groupes vulnérables à ces risques. Et il faut regarder aussi les impacts à long terme. Donc, il s'agit de trouver des façons plus efficaces à gérer cela sur le long terme. Presentation by Mathias André. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je vais donc partager mon support de présentation. Est-ce que vous les voyez? Donc je vous remercie. Moi, je suis administrateur de l'INSEE et statisticien sur notamment les inégalités et la redistribution. Et je vais essayer d'avoir un propos un peu plus abstrait au sens où on va prendre un peu de détails sur comment à l'INSEE nous proposons de mesurer la réduction des inégalités et les effets de la redistribution. Et je vais vous présenter des travaux récents de ce qu'on appelle les comptes nationaux distribués. Et ensuite, je vais essayer de le relier aux
riches présentations qui ont été faites précédemment et ensuite de faire un peu de teasing sur une présentation de demain, notamment des travaux qui sont sortis sur les inégalités et le Covid qui ont été publiés hier après-midi par l'INSEE. Donc, un petit détour par des concepts. Donc, les concepts que je vais vous présenter, c'est les concepts de la comptabilité distributionnelle. Donc, le premier point à avoir en tête des outils que je vais vous présenter est la nécessité de reposer sur une couverture exhaustive du revenu national et des transferts pour mieux décrire la redistribution. Donc, je vais revenir et je vais détailler autour de ce point, mais les deux choses, les deux conséquences de ça, c'est le fait que les taxes indirectes, donc les taxes sur la consommation, notamment la TVA en France, ou les taxes sur l'énergie, aussi les taxes sur la production, les taxes sur les entreprises, vont influencer la redistribution. Vont influencer la redistribution, notamment en raison de l'incidence sur laquelle va porter ces prélèvements, mais aussi tout simplement parce que tout prélèvement va être la contrepartie d'une dépense publique et inversement. Et les dépenses publiques, que ce soit des allocations au format monétaire, des transferts en nature, donc qui sont, pour avoir des idées, la santé ou l'éducation, et les dépenses collectives, notamment les dépenses de police et de justice. Donc les questions de recherche qui sont derrière ces outils sont les deux suivantes. C'est quels sont les effets sur les inégalités, donc les inégalités primaires de revenus, de l'ensemble des prélèvements, donc ce sont les choses qui sont prélevées aux ménages, et des dépenses publiques, ce sont les transferts qui sont versés aux ménages. Et une fois qu'on répond à cette question, on peut la formuler autrement. Comment va se distribuer la croissance selon les catégories de ménages? Donc, si on se replonge un peu dans les présentations qui ont été faites précédemment, là, comment va se transmettre en fait la chute de revenus, puisqu'il y a eu une récession en France notamment, mais aussi dans l'ensemble des autres pays suite aux restrictions sanitaires et à la crise du Covid-19. Donc, pour répondre à ces questions, on va définir ce qu'on va appeler la redistribution dite élargie, qui va correspondre à distribuer aux ménages, selon différentes catégories, disons les plus riches, du plus pauvre au plus riche, l'ensemble du revenu national avant l'application des transferts publics. Et ensuite, on va le distribuer après application des transferts publics. Donc, les transferts publics, ce sont l'ensemble des prélèvements, les impôts, les taxes et tout ce qui est versé, les allocations monétaires et les services publics en nature notamment. Et donc, on va pouvoir faire la différence et étudier la redistribution dite élargie. Et cela va passer notamment par la valorisation des services publics, et donc ça va être un apport de ces travaux. Alors, quelle est l'ampleur de ce changement de concept? Donc voilà, le titre est tronqué, mais le titre est de la redistribution monétaire à la redistribution élargie. Quand on étudie les inégalités, et ça va être la fin de mon propos, ce qu'on appelle les inégalités monétaires, ça se base sur le revenu disponible, le niveau de vie. C'est-à-dire qu'on prend les salaires, les revenus du patrimoine, les revenus des indépendants qui sont versés aux ménages, on déduit les cotisations sociales et les impôts directs, tels que l'impôt sur le revenu, la CSG, la taxe d'habitation, on verse les prestations telles que la prime d'activité, le RSA, les allocations familiales, les aides au logement, et on arrive aux revenus disponibles. Et ensuite, cette redistribution représente à peu près la moitié des transferts opérés par l'ensemble du revenu national, et c'est là ce graphique qui représente une série dans le temps, entre 1949 et 2019, de l'ampleur de la comptabilité nationale, au sein de la comptabilité nationale, de l'ampleur des différents transferts. Et donc, la redistribution élargie ajoute les transferts en nature, donc la santé, l'éducation principalement, les dépenses collectives, je l'ai déjà dit, donc la police, la justice, les dépenses d'administration locale et générale, et retranche en plus les taxes sur les produits et la production. Donc, à partir de ce champ, on va pouvoir analyser, en fonction du niveau de vie des individus, ce qui est versé et ce qui est
par les individus, ce qui est reçu par les individus. Donc, ce graphique représente un résultat qui est sorti, qui a été publié en mai dernier par l'INSEE. Donc, représente 10 catégories de ménages classés des plus pauvres aux plus riches. Donc, ce qu'on a classé par dixième de niveau de vie. Donc, une barre représente, la barre de gauche représente les 10% les plus aisés, la barre de droite, les plus modestes, pardon. La barre de droite représente les 10% les plus aisés. Et ensuite, assez catégories de ménages classés par niveau de vie, on attribue l'ensemble des prélèvements. Donc, vous pouvez voir en jaune les cotisations sociales, en rose les impôts sur le revenu sur le patrimoine, en bleu clair les taxes sur la production et en bleu foncé les taxes sur les produits, notamment la TVA et la TICPE, la taxe sur les produits pétroliers. Donc ce profil est légèrement anti-redistributif au sens où il décroît en fonction du niveau de vie. Les 10% les plus pauvres contribuent plus que les 10% en part de leur revenu que les 10% les plus aisés. Ce profil peut se faire en fonction des transferts reçus par les ménages. Donc, ça va être les différentes catégories de dépenses publiques au sens de la comptabilité nationale. Donc là, il s'agit de distribuer en rose donc, les dépenses collectives qui ont un profil uniforme, les transferts en nature individualisable. Donc là, les transferts en nature individualisable, c'est la santé, l'éducation. Et ici, vous pouvez voir un gradient en fonction du revenu, comme a pu un peu mentionner tout à l'heure Laura. Le gradient, ça dépend comment évoluent les dépenses en fonction du niveau de vie. Et ici, les dépenses de santé et d'éducation vont se concentrer en partie sur les plus modestes. Et pour faire un peu un lien avec la présentation d'Andrew, quand on regarde dans le détail de quelles dépenses de santé sont concentrées en fonction du niveau de vie, notamment les frais d'hospitalisation et les dépenses de santé pour frais d'hospitalisation psychiatrique sont plus concentrées sur le bas de la distribution de niveau de vie. Et donc ça, ce sont des chiffres pour 2018, mais on peut anticiper que c'est les effets pour 2020, si les augmentations de santé sur ces thématiques augmentent, alors il y aura un effet redistributif de ces prestations. Donc je continue avec les prestations, les cases bleues. Donc les prestations bleu clair qui sont les plus concentrées vers les 3 premiers dixièmes de niveau de vie, donc sur les 30% les plus pauvres de la population. Donc ça, ce sont les prestations sociales monétaires et notamment les minima sociaux. Et ensuite, on ajoute les retraites en bleu et le chômage et les autres revenus de remplacement comme les indemnités journalières. Donc, les prestations, que ce soit les transferts en nature et les prestations sociales monétaires, sont plus concentrées sur les plus modestes. Et donc, tout l'avantage de cette approche exhaustive de la redistribution repose dans le graphique suivant, qui peut être un peu complexe à première vue, donc on va prendre le temps de le détailler. C'est le titre de cette présentation, une redistribution élargie 2 fois plus ample que la distribution usuelle. Donc, comment se lit ce graphique? Donc, on classe encore les individus en fonction de leur niveau de vie des plus modestes aux plus aisés, et on va faire la différence entre leur revenu élargi avant transfert et leur revenu après transfert. Donc, si vous regardez la courbe pointillée bleu, c'est le revenu primaire élargi, donc avant tous les transferts des ménages français. Donc, on a distribué l'ensemble du revenu national, notamment, on a attribué aux ménages le revenu des entreprises et des administrations. Et donc, vous avez une inégalité primaire, un gradient assez élevé. Et vous avez la ligne ensuite bleu foncé, qui est le même revenu national distribué après transfert. Donc, dit autrement, l'écart à droite va être compté positivement, ça va être une contribution des ménages les plus aisés, et l'écart entre les deux courbes, la ligne bleu clair, enfin bleu en trait pointillé et bleu en trait plein, et l'écart à gauche va être un versement aux ménages, donc sous la forme de prestations monétaires, en transfert en nature et services publics. Les lignes rose pointillées et très plein sont le champ de la redistribution monétaire,
et le revenu disponible au sens de ce que je vous ai défini tout à l'heure, où on ne verse pas les transferts en nature, on ne prélève pas l'ensemble des taxes sur les consommations et la production. Donc, l'inclusion, l'élargissement de cette redistribution montre, voilà, c'est le déplacement un peu de la barre rose à la barre bleue, une redistribution 2 fois plus lente qui se mesure en fait dans un indice de Gini dont la réduction est deux fois plus importante. Donc, je passe peut-être un peu plus vite sur ce graphique qui est en réalité la même chose. Hein. Le trait plein rouge est le même que le trait plein bleu précédent, le trait pointillé est le même trait plein, c'est-à-dire que c'est le revenu national avant transfert et après transfert. Et là, nous avons juste ajouté les 3 graphiques précédents avec les décompositions qui viennent s'ajouter au revenu après transfert en jaune et marron et les contributions qui viennent se déduire en trait bleu pour arriver. Donc, je mets ce graphique pour avoir en tête des ordres de grandeur en euros annuels par unité de consommation. Donc, par unité de consommation, ça veut dire pour une personne célibataire seule. Donc, pour avoir un ordre d'idée, la santé, c'est les informations en bas du graphique. Ça représente 4 000 € en moyenne par unité par an. Les dépenses d'éducation, 2 300 € et les dépenses collectives, 4 100 € en moyenne. Donc, ça met en évidence une redistribution assez massive par le biais des services publics, des valorisations. Donc, peut-être 2 graphiques, si vous devez retenir 2 graphiques de ma présentation, ce sont les 2 graphiques suivants. Le graphique de gauche, c'est donc toujours cette comparaison redistribution usuelle monétaire. Donc, on s'arrête au revenu disponible, c'est intuitivement les euros qu'on a à la fin du mois avant de consommer. Et la redistribution élargie, c'est le concept un peu abstrait où j'ai rajouté l'ensemble des bénéfices que je retire des services publics. Et donc, il y a une redistribution élargie qui va être, on va dire, équilibrée, puisque sur l'ensemble de la population, on reverse autant qu'on perçoit, qui est à hauteur, voilà, pour les 10% les plus modestes, de 18 000 € par an et une contribution de 40 000 € pour les 10% les plus aisés. Dit autrement, si on décompose cette redistribution élargie, il y a 50% de la réduction de l'indicateur de Gini, qui est un indicateur qu'a pu présenter Conchita, qui mesure sous la courbe de Lorentz, qui indique un indicateur d'inégalité monétaire. 50% de la réduction de Gini est due au transfert en nature, notamment à raison de leur ampleur et de leur caractère assez uniforme, mais un peu centré sur les plus aisés, et les prestations monétaires qui sont nettement moins élevées en ampleur, mais nettement plus concentrées. Donc, une fois que vous avez maintenant tous ces excès, j'espère avoir été clair, et donc ces concepts et ces ordres de grandeur en tête, on peut enchaîner. Donc là, je vous passe les publications dont c'est tiré ces revues. On peut enchaîner sur les 2 publications qui ont été rendues publiques, donc 2 travaux qui ont été rendus publics hier par l'INSEE. Une première publication qui fait un peu l'exercice qu'a essayé de faire Conchita avec ses données sur la France. Donc, c'est l'INSEE analyse de droite. En 2020, les inégalités et le taux de pauvreté sont mesurés stables. Et le deuxième INSEE analyse, celui de gauche, donc les revenus de la plupart des clients donc d'un panel anonymisé de la banque postale sont affectés de manière limitée et temporaire. Donc, en fait, ces 2 publications, et je vous encourage à revoir peut-être l'atelier des GICO de hier de notre directeur général dans le Tavernier sur les inégalités, où il a pu aborder ces publications. Et demain, je crois à 11h, aussi un atelier des GICO sur la pauvreté, sur les instruments de la pauvreté. Mais comment analyser ces 2 publications en fonction des interventions précédentes et aussi en fonction des concepts que j'essaie de vous introduire? Et en fait, on peut dire que justement, si on regarde les inégalités monétaires,
l'intervention publique, et c'est un peu ce qu'a montré les travaux de Mason et qu'a présenté Conchita, ont permis d'une certaine manière d'empêcher la baisse des inégalités monétaires et notamment du taux de pauvreté, qui aurait été le cas sans aucune intervention publique en 2020. En revanche, et c'est la deuxième l'INSEE analyse, si on regarde les comptes bancaires des personnes les plus pauvres, et notamment celles au RSA, qui ont subi une perte de revenus, là aussi, l'intervention publique a pu, enfin on mesure indirectement, a pu, notamment avec l'activité partielle ou les versements de certaines prestations, a pu diminuer la diminution de la pauvreté et des revenus. Et c'est en ce sens-là que les concepts que j'essaie de vous présenter brièvement permettent d'analyser les différents travaux qui vous ont été présentés précédemment et qui sont publiés aussi depuis hier par l'INSEE. Et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Mathias, pour cette présentation très éclairante et vraiment impressionnante. Je n'ai pas vu de questions de la part de l'audience dans le système GECO. En revanche, j'avais une question à vous poser. Quel est le délai temporel pour calculer des comptes nationaux distribués? Est-ce qu'il y a un gain temporel par rapport aux enquêtes ménages traditionnelles? Alors, merci pour cette question qui est excellente, parce que je m'étais noté sur mon papier un point d'analyse sur les précédentes présentations que j'ai oublié de faire, donc ça me permet de le faire. Ce qu'a montré les trois précédentes présentations ont vraiment montré l'importance de deux choses, donc de données nouvelles, et notamment les travaux qui ont été présentés s'appuient sur de la construction de bases de données, et montrent une deuxième chose, l'importance de données infra-annuelles, d'une information assez rapide, notamment pour gérer la crise. Et c'est aussi la deuxième publication de l'INSEE sur les comptes bancaires, cette nécessité d'avoir une mesure rapide et infra-annuelle qui a poussé l'INSEE à faire des échanges avec notamment le Crédit Mutuel et ici la Banque Postale. Tout ça pour dire que les comptes distribués sont en construction et ont deux caractéristiques, c'est qu'ils sont pour l'instant annuels et qui sont très demandeurs, intensifs, comme on dit, en information, en données. Et donc, par exemple, nous avons besoin de l'information, donc les ERFS. Le RFS, c'est la base qui fait foi sur la pauvreté et les inégalités pour l'INSEE, qui implique d'avoir le statut d'activité des ménages, leurs revenus sur l'année, les revenus sociaux, les prestations. Et ça, elle est disponible 2 ans, actualisée, vieillie 2 ans plus tard. Donc, actuellement, maintenant, on commence à avoir les ERFS d'il y a 1 an et demi. Et ça implique aussi les comptes distribués, c'est très intensif en données, puisqu'on a besoin des informations sur la santé, des informations sur l'éducation, sur les dépenses collectives. Donc, on va utiliser beaucoup d'agrégats de la comptabilité nationale qui peuvent prendre aussi du temps. Donc, en gros, on est en train de construire des comptes distribués qui peuvent être semi-définitifs, vous savez, comme les publications de la comptabilité nationale, provisoires, semi-définitifs et définitifs. Et même la comptabilité nationale, ça peut prendre 2 ans pour publier les choses demi-définitives. Donc, par exemple, là, nous sommes en train de travailler, donc les chiffres que je vous ai montrés, c'était sur 2018, qui ont été publiés en 2021, mais c'était le premier exercice, donc on s'accorde un peu de délai, mais on peut supposer qu'on va arriver l'an prochain à faire des choses sur 2 ans après, donc plutôt sur 2019 pour 2021. Donc malheureusement, pour donner des choses instructives sur 2020, je ne pourrais pas dire des choses sur les comptes distribués avant fin 2021-2022. C'est aussi pour ça que je reporte aux travaux de l'INSEE qui ont fait appel à des outils de micro-simulation qui ont pu un peu faire ce qu'on appelle du no-casting, donc qui vont utiliser des données qui ne correspondent pas à 2020 et qui vont appliquer des correctifs et des imputations et des modèles pour pouvoir faire la prévision pour le présent, le no-casting
c'est ça. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à reposer. Tout à fait. Merci Mathias, c'était très clair. J'invite maintenant les panélistes à se poser mutuellement des questions. Laura, Conchita. Thank you, Fabrice. I have a question for Andrew. So I saw your. Oui, j'ai une question pour Andrew. J'ai regardé vos slides très intéressantes sur le gradient de revenus. Avec ces chiffres sur la qualité de vie avant après Covid, est-ce que vous pouvez parler sur l'aspect genre? Est-ce qu'il y a eu un impact égal sur les hommes, les femmes, sur ces aspects d'isolement, dépression, qualité de vie? C'est surtout les hommes, surtout les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci pour cette question très intéressante. De manière générale, nous avons vu que les femmes ont été plus impactées par la pandémie du Covid que les hommes. Il y a peut-être plusieurs explications. Généralement, les femmes ont des niveaux plus élevés sur ces scores, ces mesures de bien-être, peut-être parce qu'elles sont plus à l'aise à révéler leurs problèmes quand les hommes les cachent, mais peut-être parce qu'il y avait eu plus de demandes sur les femmes pendant cette période, quand les enfants n'étaient pas à l'école et que tout le monde était en télétravail. Donc, comme vous vous en doutez peut-être, ces chiffres étaient exacerbés, aggravés chez des femmes pauvres qui avaient encore plus de demandes sur leurs épaules. Mais nous avons également vu ces tendances chez les hommes aussi, et plus chez des hommes plus pauvres. Merci. Laura, je vous en prie. Oui, merci. En fait, j'avais une question pour Conchita. Je ne sais pas si je dois le demander en anglais ou en français. En français. Tu peux essayer en français et je vais voir si j'entends, si je comprends ce que tu as dit. Ok, parfait. Non, en fait, c'était pour, c'est aussi pour rebondir sur ce que Mathias disait au niveau des données. Puisque si j'ai bien compris aussi dans les études de l'INSEE que Mathias a évoquées, je crois que ce qu'il disait, c'est que ce qui peut aussi expliquer le fait qu'on ne trouve pas forcément que la pauvreté a augmenté, c'est qu'il y a certaines populations qui sont plus difficiles à interroger, comme voilà, les sans-abri, ou même aussi, ils évoquaient les étudiants qui vivaient peut-être en communauté, ou voilà, qui n'étaient pas dans un foyer individuel. Et que peut-être ces populations un peu plus marginales, qu'on a peut-être plus de mal à atteindre par les politiques publiques, ont souffert, mais qu'on a peut-être du mal à le mesurer. Donc, je ne sais pas si c'est aussi le cas dans votre étude. Students, no, we have many because this is the panel of Qualtrics. Nous avons eu beaucoup d'étudiants parce qu'ils sont très souvent sur Internet. Donc, on n'a pas eu un manque d'étudiants. Mais oui, les sans-abri, comme avec les autres études sur les ménages, on ne les a pas. Et ils ne sont pas dans l'étude SILC de l'Union européenne non plus. Donc, ils sont assez difficiles à atteindre, oui, c'est clair. Si je peux compléter sur la difficulté, donc l'importance des données infra-annuelles qui répondent vite aux situations, mais aussi du champ de la mesure dans les bases de données.
pour compléter le point, donc ce qui est précisé donc, dans l'étude qui a été publiée hier, et peut-être que si vous êtes intéressé, vous pouvez lire aussi sur le blog de l'INSEE, le directeur général de l'INSEE a publié des compléments et une mise en perspective de ces études. Une des difficultés, c'est le champ, mais c'est aussi la mesure. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté? Normalement, les revenus déclarés mesurés par ces enquêtes sont, les revenus mesurés par ces enquêtes sont des revenus déclarés. Donc, il peut y avoir des transferts privés au sein des familles qui ne sont pas mesurés. Il peut y avoir aussi des revenus non déclarés qui ne sont pas mesurés. Et quand une économie telle que pendant le confinement s'arrête, il y a un ensemble de revenus qui peuvent non déclarés, qui peuvent s'arrêter. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir en tête que l'indicateur vient à partir d'une base de données et mesure certaines choses et ne mesure pas certaines autres. Y a-t-il d'autres questions ou des points complémentaires? Mathias, when can we expect official numbers? Alors, Mathias, quand est-ce qu'on peut avoir les données officielles de la France sur la pauvreté et les inégalités? De SRCV, qui est l'enquête qui alimente EU-SILC pour mesurer au niveau européen. En ce qui concerne l'ERFS, donc la publication d'hier s'appuie sur l'ERFS qui n'est pas le RFS 2020, puisqu'elle n'est pas disponible, et la publication officielle du taux de pauvreté et des inégalités au sens de l'RFS 2020 sera disponible donc dans un an, en septembre, lors de la publication, puisqu'il faut mesurer, donc enquêter, ça prend du temps, il faut ensuite rapprocher les sources fiscales et les sources sociales, et ensuite les retraités, les agréger, et écrire des indicateurs et les calculer. Donc, c'est malheureusement dans un an, mais il y a des indicateurs avancés. Pendant toute la crise du Covid, l'INSEE a notamment publié des choses en lien avec notamment les associations sur l'aide alimentaire. Donc, il y a des nouveaux indicateurs qui ont été créés. Donc, cette publication sur la banque postale avec le crédit mutuel permet de donner des tendances et de mesurer d'autres indicateurs. En fait, dans le biais du blog, notamment du directeur général, on peut supposer que la prédiction, le no-casting qui est fait d'habitude est toujours ne s'est jamais vraiment trompé. Donc, si on fait l'hypothèse que la prédiction est la bonne, c'est-à-dire que la pauvreté serait stable, déjà, c'est pas si contre-intuitif dans le champ de l'indicateur donné, puisqu'il y a eu de fortes interventions publiques, notamment le rôle de versement de primes aux gens bénéficiaires du RSA, aux gens bénéficiaires des APL, primes qui se sont étalés tout au long de l'année 2020 et qui ne sont pas ceux du premier trimestre de 2020, enfin des deux premiers trimestres de 2020. Donc déjà, il y a une intervention. Et donc il y a des indicateurs qui permettent de mesurer différemment. Et donc, ce qu'on peut supposer, en revanche, c'est que autant les inégalités et les pauvretés peuvent être stables, mais l'intensité de la pauvreté, c'est-à-dire comment les gens sont pauvres, on peut anticiper qu'elle a évolué et peut-être qu'elle a augmenté. Et cet indicateur n'est pas encore disponible et n'est pas publié. Et donc, l'intensité de la pauvreté, c'est il y a des pauvres. Le taux de pauvreté, c'est-à-dire le nombre de gens pauvres, est resté stable. Mais peut-être que parmi ces pauvres, leur niveau de vie, eux, ont pu empirer, ils ont moins eu de revenus, ils ont moins eu... voilà, donc c'est peut-être les gens les plus pauvres qui ont été moins rattrapés par les politiques, par exemple, d'activité partielle qui a frappé, donc dans l'étude de l'INSEE, on voit plutôt les gens du milieu de la distribution de revenus. Donc, tout reste à écrire, en fait, à mesurer, on va dire en tout cas, sur l'intensité de la pauvreté. Et peut-être que c'est des choses dans vos travaux et dans la prochaine vague que vous allez avoir, si j'ai bien compris, en octobre. C'est des choses aussi peut-être à compléter, qui seront très intéressantes à regarder. D'autres questions pour conclure? Non, I just realized that Fabrice... Alors, je viens de me rendre compte que Fabrice, vous avez répondu. Alors, je n'ai pas donné la bonne réponse vu la question,
Mais après votre réponse, nous avons analysé la dernière vague sur l'inégalité et nous voyons que la pauvreté augmente dans certains pays. Nous n'avons pas la vague 7, mais pour la vague précédente fait état que l'activité revient à la normale, mais il y aura sans doute une augmentation d'inégalité. Nous attendons voir les résultats de la vague 8, mais en tout cas sur la vague 7, nous constatons une augmentation. One last question if there is time. Alors, j'avais une toute dernière question pour Andrew, s'il nous reste du temps. Alors, je me demandais en termes sur la politique, quand les décideurs pensent auxquelles politiques il faut mettre en place en attendant, enfin, ils attendent plutôt le coût de lever le confinement. Je me demande si au Royaume-Uni, dans d'autres pays, si le coût de la santé mentale a été pris en compte dans ce calcul ou pas. Eh bien, je pense que ce facteur a été globalement ignoré. Ça coûte, il est très cher de gérer ces personnes-là, de prendre en compte la pression sur le système. Le paradoxe, c'est que ces coûts ont même mené à augmenter des problèmes mentaux car ces personnes n'ont pas l'accès qu'ils devraient avoir. Nous avons des données sur les ordonnances en regardant les dossiers, l'historique des ordonnances. Apparemment, en avril et en mai 2020, il y avait une diminution d'ordonnances sur les anti-anxiogènes et les antidépresseurs. Et c'est pas parce que ces problèmes ont disparu, c'est parce que les personnes ne sont pas quittées leur domicile pour consulter. Au Royaume-Uni, il y avait énormément de pression de ne pas être un fardeau sur les systèmes avec le problème au quotidien, qui peuvent inclure des problèmes de santé mentale. Et il y a un effet de rebond latent en raison de ces augmentations de problèmes de santé mentale. Mais l'influence, ou plutôt le focus de ces décideurs, c'est vraiment de maintenir le bon fonctionnement de systèmes publics pour faire face aux cas les plus extrêmes. Et c'est uniquement avec des taux plus élevés de vaccination nous donnons maintenant le focus des personnes qui souffrent des conséquences de Covid. J'espère qu'il y aura plus de compréhension de ces aspects-là, mais je ne pense pas le voir dans les médias. Andrew, do you think we should expect? Andrew, est-ce que vous pensez est-ce que nous pouvons envisager est-ce que nous devons attendre que cette augmentation va continuer ou est-ce que nous allons nous habituer à la solitude? Eh bien, je pense que les gens commencent à s'habituer à vivre différemment, mais ça varie entre les différents pays. Au Royaume-Uni, il y a un taux d'infection qui est très élevé avec quasiment aucune restriction dans les comportements, car les gouvernements n'aiment pas imposer de règles et des règlements dans ce sens-là. Bien entendu, ça va varier entre les différents pays. Ce qui est intéressant au Royaume-Uni, c'est que les données sur les 18 derniers mois montrent qu'il y a une proportion des enquêtés, jusqu'à 30%, préfèrent rester chez eux tout le temps, même si il y a très peu d'infections, ils préfèrent ne sortir qu'une fois par semaine. Alors que d'autres personnes, ils sortent plus, mais il existe tout de même un groupe de personnes qui sont très limitées par leur peur d'être infectées.
les conséquences sur la santé mentale de ces personnes sont très inquiétantes. Je pense qu'il y aura des variations qui se dévoilent que maintenant. Nous sommes exactement à l'heure. Il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement les intervenants pour leur présentation d'une très grande qualité. J'invite également les auditeurs à consulter le site de l'OCDE, le titre Covid and Inequality Seminar. C'est une source d'information qui d'ailleurs reprend les travaux de certains des intervenants. J'invite donc les auditeurs à consulter ce site. Sur ce, merci à tous. C'était Laura Coury, Conchita D'Ambrosio, Andrew Steptoe et Mathias André pour les GECO. Bonne journée à tous et au revoir.